Coucou les loulous! Cette semaine, on va terminer notre set pour la mairie de Kéké. Hier, on a terminé son camion. Alors on est d'accord, Kéké n'a pas de camion dans Animal Crossing, mais c'est pas grave, il est stylé. Et aujourd'hui, on va terminer le petit café. Donc du coup, on va commencer à monter le petit stand de dessert. Quoi? Oh non, encore! Vous voulez encore les coups de cœur? Mais regardez là, j'étais bien... Bon bah d'accord, allez, on va au coup de cœur alors. Ah, ce Mucha met en valeur ma superbe, majestueuse, magnifique, sublime galerie personnelle. N'est-ce pas, Alfred? Oh. Bienvenue dans mon humble, néanmoins magnifique galerie d'art personnel. Je vais vous présenter Art Society. Alors j'ai posé ma magnifique pipe, voilà. Art Society de Mitch Wallace, fait par Mighty Boards aux États-Unis et localisé par Lucky Duck Game. Alors, les illustrateurs sont très nombreux, donc je vais les lister quand même. C'est très important parce que l'illustration est très importante dans ce jeu. Nous avons Giacomo Vici, Sofia Rossi, Veronica Grassi, Angelica Regni, Doris Chermadi et Max Kosek. Voilà, maintenant, ça c'est fait. Art Society, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes à partir de 10 ans. Voilà, toutes les infos officielles ont été données. Maintenant, qu'est-ce que ce jeu? Eh bien, vous allez incarner de riches collectionneurs très nobles, bourgeois, etc., qui vont faire des acquisitions d'œuvres d'art. Chaque tableau qu'on va récupérer est d'ailleurs une petite référence à des véritables tableaux, donc vous pourrez vous amuser à essayer de les reconnaître. Ce sont un petit plus, c'est bien marrant. Donc du coup, chacun va se munir de son plateau personnel. Chacun a son petit logo et un assistant personnalisé. Moi je l'appelle Alfred, mon petit vieux, parce qu'il a vraiment une tête d'Alfred, je trouve. Et nous allons aussi récupérer des petites cartes comme ça, qui sont des cartons d'enchères, je crois que ça s'appelle. J'ai pas tous les termes officiels des enchères, je ne suis pas bourgeoise. Et nous allons avoir aussi le plateau musée, qui va se mêler un peu de nos affaires. Comment ça va se passer? Eh bien, vous allez récupérer des tableaux au fur et à mesure pour gagner le plus de points possible en fonction de un peu leur cote, comment ils sont à la mode en ce moment. Et ben après on verra comment vous avez agencé votre galerie au mieux pour éviter les fautes de bon goût. Parce que nous avons tous du bon goût, voyons les amis. On va donc avoir un maître priseur, qui est en gros le joueur actif qui a ce magnifique petit marteau, qui va se passer au fur et à mesure des tours. Et cette personne-là va tirer autant de tableaux que de joueurs plus 1, dans cette magnifique boîte qui est une sorte de petit revêtement en pseudo-velours, voilà. Les tableaux ont différentes tailles et différents formats, et il va donc en choisir un certain nombre un peu au pif, puisqu'il ne sait pas ce qui est derrière. Et il va les placer sur la table, hop, et il va les placer aussi sous le petit nombre qui est associé, vous verrez, ça sert à quelque chose. Hop, j'avais fait une pré-mise en place parce que je suis très maline. Hop, maintenant qu'il les a placés, on va les révéler et on va voir quelques infos différentes entre les cadres et leur type de représentation qui seront importants plus tard. J'y reviendrai. Une fois qu'on a révélé tout ça, secrètement, chacun va choisir un petit carton d'enchères et va le jouer, hop, devant lui, face cachée. Une fois que tout le monde a posé son enchère, hop, on révèle et celui qui a misé la plus grande valeur va se servir en premier et on continue dans l'ordre décroissant des valeurs jouées. Quand on récupère notre tableau, on va l'agencer sur notre galerie en fonction de certaines contraintes que je vous citerai un peu plus tard, parce que c'est un peu plus du détail. Le tableau qui n'aura pas été pris, puisque vous vous souvenez, on en sort autant que de joueurs, plus 1. C'est le musée qui va l'acquérir, hop, et il va se ranger autour du musée. Donc là, c'est un type vert, et je vais le mettre du côté vert. Et la mode, la tendance du type vert, c'est les paysages, va monter dans le musée, d'autant que la valeur qui est écrite derrière. Donc plus c'est des gros tableaux, et plus sa valeur va augmenter. Donc, pour l'instant, le vert est le plus en vogue, mais au fur et à mesure, on va avoir d'autres qui vont s'ajouter et il peut se faire attraper par les portraits, etc., etc. Ce plateau-là, c'est ce qui va vous donner des points en fonction des types que vous aurez sur votre mur de galerie.
Si à la fin c'est effectivement les paysages qui valent effectivement le plus, eh bien vos paysages vous rapporteront plus de points, etc., etc. Donc il va falloir s'adapter au cours du marché artistique. Une fois que donc on a fait ça, eh bien on laisse visible notre dernier carton, on le récupère pas. Donc au fur et à mesure de la partie, on aura de moins en moins de mise, donc eh bien il faut gérer ces plus hautes valeurs pour pouvoir se servir en premier quand c'est très important. Voilà. Une des fins de partie d'ailleurs, c'est de ne plus avoir de cartons, ou alors qu'on ait fait trop de... pas faute de goût, mais qu'on ait pris des tableaux qui ne rentrent plus dans notre galerie. Parce que comme vous voyez, elle est limitée en place. Et elle vole. Hop. Maintenant, les détails de comment on agence nos tableaux. Eh bien, vous allez pouvoir les récupérer et les placer forcément adjacents à un tableau précédemment posé, en tout cas, pas dans le vide, et adjacent orthogonalement, sachant que le plateau est extrêmement bien fait. On a des sortes de petites encoches en forme de petits réveils, là, de gousset. Et donc, ça vous prouve, hop, ici, j'ai un petit coin qui est bien adjacent. Sachant que là, c'était un très mauvais choix. Je vais faire ça. Voilà. Il faut évidemment que ça rentre dans la galerie. Je peux pas la mettre comme ça. Je peux pas la mettre dans le mauvais sens de lecture. Voyons, on ne met pas un tableau comme ça. Hein. Faut être logique dans la vie. Et je vais pouvoir maintenant récupérer possiblement des petites décorations. J'appelle ça des décorations de grand-mère. Parce que j'ai réussi à, première connexion intéressante, à connecter des tableaux de même cadre. Ça c'est cool de faire une zone avec le même type de cadre. Vous en avez plusieurs, je crois qu'il y en a 4. Il y a un peu en argent, il y a doré, il y a les coquillages moches, je les trouve très kitsch. Et il y a en bois simple. Donc là c'est pas pour rien que j'ai choisi ce tableau là, puisque au départ j'en ai choisi un qui était déjà en argent. Hop. Ça c'est cool. Par contre, si j'avais fait ce que je vous avais montré au tout début, celui-ci, ok, j'ai fait certes une connexion d'argent, mais bah, c'est deux types pareils. J'ai deux paysages qui se touchent, et ça c'est une faute de goût, mes chers amis. Il faut varier les types de tableaux, même s'il ne faut pas varier du coup les types de cadres. Donc ça, bon bah c'est autorisé, mais en fin de partie, les deux seront retournés face cachée et ils ne scoreront pas du tout. Donc c'est très fatal, ça faut vraiment faire gaffe. Je vous ai parlé des connexions de tableaux pour récupérer des petites décos de grand-mère. Plus vous ferez de connexions de même type de cadre, plus vous aurez des des grandes tuiles de décoration. Donc là par exemple, j'ai fait une connexion à combien de cadres identiques? 1, 2, 3. Alors il y a un petit twist de comptage, c'est 3 moins 1, donc j'ai une connexion de 2. Je vais prendre ces magnifiques assiettes, hop, et je vais pouvoir les agencer. C'est des petits twists pour déjà combler les petits trous. Et ça vous fait des petits points de victoire en fin de partie en fonction de leur taille. En gros, plus ils sont grands, plus ça vous fera 2 points de victoire. Dernier truc, les coins, s'ils sont pas recouverts en fin de partie, ça fait des malus. Vous pouvez, quand vous récupérez un tableau, le donner à votre assistant. Voilà, il peut en porter qu'un, le pauvre, il n'a pas 14 mains. Il n'est pas très efficace. Hein. Et vous pourrez le placer une autre fois quand ça vous arrange. Parce que justement, j'ai récupéré celui-là, mais j'attends pour pas le placer directement à côté de son frère paysage. Enfin, quand vous récupérez un tableau, vous pouvez l'échanger avec le musée. C'est-à-dire que si je récupère... On va voir, hein, j'ai bien préparé, hein, n'est-ce pas? Hop. Au lieu de récupérer, on va dire, celui-ci, parce que justement je ne le veux pas, je vois que dans les verres, parce que c'est le même type, j'en ai un qui est au musée. Bah, j'ai le droit de lui échanger du moment que c'est le même type de peinture. Et donc, hop, j'ai échangé et je vais le placer peut-être par là. Hop, voilà. Le musée, c'est un peu le petit joker. Vous pouvez échanger avec lui, c'est sympa. Ça ne change pas le succès hein, du type de tableau. Ça n'impacte pas sur cette petite jauge. Et voilà, vous avez quasiment toutes les règles. Donc, ce qui est cool, c'est que vous devez gérer plusieurs choses à la fois. C'est que vous allez gérer votre placement, il y a un peu de casse-tête, beaucoup d'optimisation. Vous avez des points bonus si vous arrivez à bien compléter toute votre galerie complètement.
C'est un peu dur, hein, mais c'est possible. Et il y a cet opportunisme de ok, je veux récupérer ça parce que pour l'instant c'est à la mode le paysage, mais si je le récupère, bah c'est pas le paysage du coup par élimination qui va se faire abandonner et récupérer par le musée. Donc c'est pas lui qui va augmenter sur la jauge, c'est peut-être, là c'est les paysages urbains. Donc vous avez tout ce dilemme de prendre des trucs qui sont à la mode, mais en même temps si vous faites ça, ça va pas monter dans la mode et c'est d'autres tableaux qui vont monter. Faut s'adapter vachement, faut du coup gérer ses enchères pour pas se dépouiller tout de suite des grandes valeurs, puisque plus tard peut-être que vous allez le regretter, qu'on va vous refourguer des tableaux que vous ne pouvez pas placer. On a ces petits agencements qui sont en plus marrants, parce que vous avez, je sais pas, vous avez le fer à cheval de votre grand-mère, vous avez un petit éventail, vous avez un peu de tout. Et c'est assez drôle de se raconter des petites histoires dans sa galerie. Et comme je vous ai dit, reconnaître les tableaux, c'est assez plaisant. En tout cas, quand on s'y connaît un peu, voilà, le cri de Munch, des choses comme ça. Le matos, c'est fou. Le rangement comme ça, moi j'adore. Vraiment, il est hyper agréable et très clair dans sa mise en place. Et enfin, l'univers est trop bien. Vraiment, il est hyper agréable. Moi, comment on dit, m'immersie. Je m'immerge bien facilement. Donc voilà, ça c'était Art Society, petit détail qui tue. La boîte, elle est creusée pour chaque tableau. Voilà, ça sert à rien mais c'est génial. Bon je vous laisse pour Art Society. Oh oh oh. Bon. Bienvenue dans la forêt de Savernake qui, en passant, est une véritable forêt au Royaume-Uni. On va préparer les petits animaux de la forêt pour qu'ils remplissent leur petite tanière de vivres et pour passer l'hiver. Alors, c'est un jeu de Rodrigo Rego, vraiment magnifiquement illustré par Nuria Aparicio. C'est un jeu du studio Devir et localisé par Yellow. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour 25 minutes de partie. Dans l'ensemble, c'est un jeu surtout d'optimisation et de placement et d'agencement de cartes. C'est assez casse-tête, même si c'est assez accessible. On va tous commencer avec un petit animal devant soi qui a des préférences alimentaires et ça va être un peu ses points de victoire. On va aussi avoir des points de victoire bruts sur leur carte. Par exemple, le magnifique renard me rapporte 2 points de victoire, mais il me rapportera aussi un point de victoire par petit ver de terre, 2 par œuf. Par contre, les framboises et les glands, c'est 0, il s'en fiche. Voilà, il mange pas les framboises et les glands, le renard. Chaque animal, pour chaque joueur par exemple, scorera des aliments différents. On va afficher à chaque fois 3 cartes de chemin avec des dessins de nourriture différentes et une carte animale puisqu'on va pouvoir en rajouter sur notre petit plateau personnel qui est une grille de 4 par 4. Les chiffres. Donc, premier joueur qui va être désigné au début au hasard et qui ensuite sera désigné par le jeton du coq, va choisir en premier une des cartes. Première subtilité, c'est que quand il choisit la carte, il va aussi récupérer les petits bonus qui sont associés à son emplacement. Si je prends cette carte-là, je prendrai une petite goutte d'eau. Je vous expliquerai à quoi servent tous ces petits bonus. Hop, je le prends, et je vais pouvoir agencer la carte comme je le souhaite du moment que c'est adjacent à une carte déjà posée. Hein, je ne vais pas le mettre là-bas. Et donc, il y a des petits sens, etc. Donc là, je pars de mon petit renard et je vais mettre comme ça. Alors, c'était un bon choix, puisqu'il y a un gland, on s'en fiche, mais il y a des œufs, donc 2 points. Hop, l'autre joueur, ou les autres joueurs, va aussi se servir, prendre son petit bonus, l'agencer, etc. Hop, si je prends cette carte-là, je prends le jeton coq, et je serai donc le premier joueur au prochain tour. Une fois que tout a été vidé, hop, on re-remplit, et on rejoue, etc., jusqu'à ce que quelqu'un ait validé, qu'on ait validé notre grille. Maintenant, un animal, en plus de ses points bruts et son régime alimentaire, va avoir d'autres données qui sont principalement, finalement il n'y a que ça, sa tanière. Sa tanière, c'est sa capacité de stockage, voilà, de nourriture. Il y en a qui, dès le départ, ont 0, c'est un peu nul, hein. Mais généralement ils rapportent plus de points de victoire brut, donc quand même équilibrer le jeu.
Lui, le renard, il a 3. Donc en gros, sur son chemin, quand je vais le créer, il ne pourra stocker que les 3 premiers ingrédients, aliments que j'ai mis sur son chemin. Donc là, j'ai un œuf, un gland, un œuf, donc ça fait 3. Le gland ici, pour l'instant, il ne le stocke pas du tout. C'est en récupérant des petites tanières, donc par exemple ici, si j'avais récupéré cette carte-là, que je vais pouvoir augmenter le stockage de mes animaux. Donc je vais le poser dessus, et maintenant il a un stockage de 4. C'est plutôt cool. Bon là ça me sert à rien parce que ça stocke un gland de plus, et comme il score pas le gland... Sauf que, vous vous souvenez de cette petite goutte? Cette petite goutte, je peux la placer sur une des 4 ressources, et ça augmente le gain de points de 1. Soit je max et par exemple je le mets sur l'œuf et maintenant mes œufs me rapportent 3 points et non pas 2. Soit je le mets justement sur les glands, puisque là j'ai créé mon chemin et j'ai des glands dessus, donc autant le rentabiliser. Et maintenant, au lieu de rapporter 0 points, mes glands me rapporteront 1 point. Voilà. On va pouvoir donc commencer à se battre sur les cartes qu'on veut pour pouvoir mettre le plus de nourriture possible qui correspondent à nos animaux, mais aussi pour récupérer les bonus qui vont avec. Les tanières, c'est très important parce qu'imaginez, vous faites un grand chemin, mais vous pouvez rien stocker de ce chemin-là, ça vaut que dalle. Donc du coup, on se dit, mais pourquoi récupérer des animaux? Et parce qu'un seul animal, c'est pas très rentable, vous allez en récupérer des nouveaux qui vont scorer différemment. De toute façon, vous n'arriverez pas à récupérer assez de tanières pour maxer un seul animal. Il faut un peu jouer sur plusieurs tableaux. Attention, les animaux ne peuvent pas partager un même chemin. Pas le droit, parce que les deux, il y a une compétition là de nourriture, ils se nourrissent sur le même chemin, c'est pas possible. Vous pouvez par contre faire des cul-de-sac si vous voulez, c'est un peu débile, mais c'est possible. Je pouvais le poser comme ça, son chemin il s'arrête là, c'est bisous, hein. Du coup le renard il est coincé jusqu'à la fin de la partie. Voilà. On va aussi avoir des dilemmes à vouloir prendre le coq, parce que peut-être la carte qui est en dessous nous intéresse pas, mais du coup être dernier c'est vraiment pénalisant. Souvent on se retrouve à avoir les animaux parce que les autres veulent agrandir leur chemin. Donc au bout d'un moment vous vous retrouvez avec une forêt pleine d'animaux. C'est très mignon, mais il faut les nourrir à un moment. Donc du coup, on va vraiment essayer de se battre pour ce coq, mais en même temps, on va se battre pour les tanières, pour les petites gouttes. Du coup, on se bat partout. C'est vraiment comme on dirait, on se dit ouais, il n'y a pas trop d'interaction parce qu'en fait, finalement, on fait son schmilblick de son côté, on agence, etc. Mais en fait, mais il y a une interaction de malade au milieu. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai fait des parties où celui qui était tout le temps dernier, il s'est fait vraiment bolosser, le pauvre. Mais il pleurait. C'est un jeu de pleureuse en vrai. On peut vraiment se coincer et vraiment s'embêter les uns les autres. Donc, sous ces airs de trucs super mignons, c'est hyper casse-tête, ça. Vraiment, des fois, il y a des gens qui ont cette analysis-paralysis et ils sont avec leurs cartes, ils sont là. Bon, attention, si vous jouez avec des gens comme ça, comme à peu près tout jeu, ça peut être plus long du coup. Mais bon, quand même, c'est casse-tête, donc effectivement, c'est explicable. Voilà, littéralement, vous avez le jeu de la forêt de Savernake. C'est pas plus complexe. Donc vraiment, c'est pour ça que 10 ans, je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, c'est pas si complexe en règle, parce que littéralement, vous avez tout. Mais comme c'est très casse-tête, je pense que c'est ça qui fait qu'ils l'ont mis à partir de 10 ans. Voilà, c'était la forêt de Savernake. Moi, j'adore ce jeu, il est très satisfaisant tout en étant rageant. C'est un parfait mélange et évidemment, il est magnifique et vous savez que c'est très important pour moi. Voilà, je vais reprendre mon petit thé mignon de renard et je vous dis à tout de suite. Lily, on ne peut pas tout arrêter comme ça. Ce qu'on ressent, c'est trop fort. Je le sais, Max, mais justement, nos sentiments sont tellement forts qu'ils nous consument. Je préfère brûler avec toi que de perdre ton éclat. Et je ne peux vivre sans ressentir tes bras autour de moi. Max et Lily surmonteront-ils leur amour trop passionnel ou seront-ils séparés? La suite au prochain épisode. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Et oui, moi aussi je fais du JDR et moi aussi je peux vous parler de ça. Il n'y a pas que Antoine, ok les gars. Moi je vais vous parler d'un jeu de rôle auquel j'avais joué à la version anglaise il y a, je dirais 8 ans maintenant, et qui m'avait, mais vraiment, c'était devenu mon JDR favori. Et il n'y a pas longtemps, la version française est enfin sortie et j'en ai refait une partie et vraiment, je confirme, c'est toujours mon jeu de rôle favori. Si vous aimez les dramas, Buffy, Riverdale, Teen Wolf, les trucs comme ça, et clairement, ce jeu de rôle est fait pour vous. Si vous aimez aussi l'interprétation de personnages, parce que vous avez, c'est que ça. Bon, ok, stop le suspense. Qu'est-ce que c'est? C'est Monster Heart, voilà.
C'est ça, le méga JDR. Alors voilà, vous rajoutez aussi Vampire Diaries, Misfits, Twilight, The Faculty, tout ce genre de séries. C'est vraiment ça en fait, vous allez jouer des teens, donc des ados, dans un lycée que vous pouvez créer tous ensemble. C'est très très libre comme univers. Et vous allez jouer vos dramas d'ados, mais en même temps vous n'êtes pas des ados normaux, vous êtes des ados un peu monstres. Donc il y a des vampires, il y a plein d'archétypes que vous pouvez retrouver justement dans les séries que je vous ai citées. Et donc vous aurez plusieurs types de problèmes à gérer, des problèmes d'hormones, de devoirs, d'école, de potes, et vous aurez des problèmes de j'ai envie de boire le sang de quelqu'un, je me transforme à la pleine lune et j'ai plein de poils, et pas que les poils de la puberté, voilà. Donc Monster Heart, je vais pas rentrer dans les détails parce que de manière générale je suis jamais maître du jeu, je préfère largement être joueuse, mais quand même le système est tellement simple que même moi je peux vous en parler. C'est un système de D6, c'est tout, vous avez besoin d'un seul D6, vous le lancez, vous y additionnez vos points de compétence qui généralement vont jusqu'à 2 grand max, et c'est tout. Si vous faites entre 7 et 9, vous avez réussi, mais bon, pas brillamment, et 10 et plus, vous avez super bien réussi, vous choisissez par exemple des options de encore mieux réussi, etc. etc. Et c'est tout. Alors là je viens de vous dire, parce que j'ai triché, j'ai bien évidemment mon petit écran de MJ qui sert à ça, en plus d'être stylé. C'est avoir le petit résumé des jets de dés, etc., etc. Donc vous avez le volume de base, c'est très libre comme je vous ai dit, vous pouvez créer avec le MJ tout votre univers, choisir dans quelle ville, quelle est l'ambiance de la ville, est-ce que c'est plutôt une ville à la Twilight dans le nord là où il pleut tout le temps, est-ce que c'est plus genre dans le sud, au fin fond du Texas. Vous allez aussi créer votre personnage, donc vous avez, alors je vais essayer de faire une liste exhaustive à peu près, vampire, loup-garou, sorcière, fantôme, âme damnée, fée, et... Allez, je vais y arriver les gars, je vais y arriver. Ah oui, vous pouvez être une goule aussi, c'est hyper hardcore. La dernière séance que j'ai faite, c'était une goule. Il y avait une goule, elle mangeait les autres, donc c'était compliqué à gérer comme secret. Voilà, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ah oui, forcément, il y a le mortel. Le mortel, vous dites personne veut le jouer, mais un des pouvoirs du mortel, c'est que vous pouvez forcer un triangle amoureux. Alors là, vous désignez 2 joueurs à la table, vous dites vous deux, vous battez pour moi. Alors là, les gars, le drama, vraiment, presque en tant que MJ, vous n'avez pas besoin de créer un scénar. Vous lancez les joueurs et ils font le scénar tout seuls. Les dramas ados, ils se font tout seuls, ça marche comme ça. Souvent, on conseille d'avoir une fée, soit dans les joueurs. S'il n'y a pas de fée dans les joueurs, vous, en tant que MJ, vous en mettez une. Parce que les fées, elles sont très fêtardes, elles aiment les interactions, etc. Donc souvent, elles vont créer justement des interactions. Moi j'ai joué la fée, c'était trop drôle. La fée par exemple, je peux vous en parler, c'est un archétype que j'adore. Elle va... son but c'est de faire des promesses avec les gens. Et pour elle, le sens de la justice est très important. Si ces gens rompent leurs promesses, elle peut avoir un ascendant sur elle. C'est des points que vous pouvez avoir qui vont bonifier vos jets si vous faites des jets par rapport aux autres joueurs justement. Essayez de le draguer, etc. ou de le menacer. Vous pouvez y ajouter un point d'ascendant si vous en y aviez un sur lui de base. Donc vraiment moi j'ai emmené tout le monde en boîte, etc. Bon, le MJ a dit vous avez un cadavre d'un des élèves qui tombe devant vous quand vous allez en boîte. Voilà, il a mis un petit peu comme ça de mystère à la Riverdale, mais au final, déjà rien qu'entre nous, il y avait une sorcière qui avait un crush sur moi parmi les joueuses, donc dès qu'il y avait quelqu'un qui essayait de draguer un peu la fée, elle l'a maudite avec des poupées vaudou. Voilà, donc moi c'est ce que j'adore dans Monster Heart, c'est que c'est super libre et qu'il y a besoin que d'interpréter quasi les dés, vous les lancez une fois toutes les 20 minutes, c'est vraiment très accessoire les lancers de dés. Vous avez donc le livre de base, ici, avec je crois dedans déjà ce qu'il faut, genre les règles de base, etc. Les archétypes, des idées de scénario, mais vous avez aussi ce recueil-là, qui va avec l'écran de MJ, où dedans c'est un supplément qui vous donne une mini-série qui est calculée en 3 épisodes, parce que vraiment ils font sous forme d'épisodes, vraiment c'est encouragé à le faire comme une série. 3 épisodes qui sont calculés pour se faire en une soirée chacun. Donc ça vous donne aussi un peu un nouveau format. Parce que un scénar de Monster Heart, vous pouvez en faire sur plusieurs séances, vous pouvez en faire une campagne, même si c'est pas le JDR le plus
qualifié pour ça, on va dire, c'est bien pour faire des petites saisons justement de séries. Donc un scénar et une nouvelle mue, ils appellent ça comme ça pour les archétypes, moi j'appelle ça archétype. C'est la Selkie, donc qui a quitté les profondeurs et qui est toujours tiraillée entre rester sur la terre ferme ou retourner dans sa maison dans l'océan. Voilà, vous avez enlevé votre peau, soit quand vous êtes dans l'océan vous êtes une vieille otarie, j'ai lu ça, je dis c'est pas du tout stylé, soit quand vous êtes sur terre vous êtes un humain, voilà. Et du coup, c'est plutôt cool, ça vous rajoute des archétypes et des personnages déjà jouables. Voilà, création de perso, il y a déjà une liste préfaite de noms qui vont avec votre archétype. Voilà, vous en choisissez un. Après, vous choisissez genre les yeux, est-ce qu'ils sont perçants, sexy, des trucs comme ça. Votre attitude, parmi toujours, c'est une liste proposée, donc après vous entourez sur votre feuille de perso ce que vous voulez. Et après vous choisissez des petits pouvoirs, il y en a plein, et vous en choisissez genre un ou deux dès le départ, et quand vous gagnez de l'expérience, vous pourrez en choisir de plus en plus. Voilà, vous avez quasi tout le jeu, en tout cas surtout en tant que joueuse, parce que bon il y a quelques autres trucs en tant que MJ. Et pour ceux qui aiment les dramas adolescents et qui aiment interpréter beaucoup, go sur Monster Heart, voilà, moi Buffy et tout ça c'est clairement ma culture. Donc voilà, c'était Monster Heart, je suis très contente qu'il soit sorti en français et de pouvoir vous en parler. Vous pouvez courir revoir des épisodes de Buffy maintenant que je vous ai donné envie. Et à tout de suite. Ce chat aime les récits de chevalerie. Ah non. Ce chat mène une vie chavage. Non plus. Ce chat aime chatter sur internet. Ah non, c'est pourri. Ok Google, dis-moi une blague sur les chats. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un 4x4. Est-ce que vous aimez les chats et est-ce que vous aimez le Japon? Si vous avez répondu non à ces deux questions, eh bien on va être difficilement amis. Non, je rigole, je suis quand même plus ouvert d'esprit que ça. Kyoto no Neko, en tout cas, c'est un jeu où vous allez incarner des chats dans un quartier de Kyoto. C'est un jeu de Matago pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans de 35 minutes de partie. C'est un jeu de Cédric Millet et magnifiquement illustré par Jérémy Fleury. Donc Kyoto no Neko, comme je le disais, c'est un jeu compétitif où nous incarnons des chats qui vont évoluer dans leur vie, grandir et apprendre des nouvelles choses. Déjà, petit truc, vous pouvez vraiment vous raconter des histoires dans ce jeu, et chaque chat a un peu son nom et son histoire. On a ici, que j'adore incarner, c'est Nuba, la gentille. On a ici, Kali, la chasseuse. Hop, on a ici Aya, le sportif. Et on a ici Oka, le bagarreur. Voilà, rien que ça, vous pouvez choisir. Et c'est plutôt cool, vous commencez votre petite histoire. Je vais maintenant enlever ces magnifiques oreilles de chat parce que elles font gling gling. C'est un peu chiant. Voilà. Alors, vous avez déjà 2 modes de jeu possibles. Vous pouvez jouer en facile où chaque chat va avoir ses compétences de base. Et vous pouvez choisir de jouer de l'autre côté du plateau où vous avez 5 points de compétences à répartir vous-même pour personnaliser votre chat. Voilà. Vous avez aussi 7 scénarios possibles dont je vous parlerai un peu plus tard pour beaucoup plus de rejouabilité et plein d'histoires à vivre. On va avoir notre petit chat dans son quartier et à votre tour vous pouvez faire jusqu'à 3 déplacements. Vous en aurez de plus en plus au fur et à mesure de la partie puisque vous allez grandir et donc vous allez pouvoir passer d'une case à l'autre. Déjà quand vous allez traverser la rue, et oui parce que le quartier global où vous allez le plus interagir est de l'autre côté de la rue, et vous allez piocher une petite carte des cyclistes et avancer chaque cycliste d'autant de cases que c'est marqué. Premier danger. Là par exemple, hop, je la fais avancer de 1, elle tombe sur moi la vieille mamie, et je vais devoir faire un jet d'adresse pour essayer d'éviter le danger. Donc vous lancez ce petit dé qui va de échec critique à 3, et vous l'additionnez avec votre score, bien ici, d'adresse. Si j'y arrive, je vais pouvoir, je ne meurs pas, mais si j'y arrive pas, je suis repoussée en arrière, je ne meurs pas non plus, ne vous en faites pas. Premier truc cool, c'est que c'est pas punitif du tout. Quand vous ratez un jet, vous allez pouvoir augmenter votre compétence là où vous avez échoué. Si c'est carrément un échec critique, vous pouvez avancer de 2. Donc déjà, c'est cool, on apprend de nos erreurs. Ensuite, vous allez arriver sur des cases où vous avez des patounes blanches.
enfin des patounes face cachée. Quand vous y arrivez, vous les retournez face visible et il y a des interactions possibles comme les chats de gouttière et plein d'autres choses. Vous pouvez aussi des fois tomber sur des patounes rouges, ça c'est des dangers, vous devez y réagir immédiatement avec différents jets de compétences, principalement du combat. Là par exemple vous avez un rat enragé, vous avez aussi un chien enragé, ça vous demande du combat, pareil, vous lancez le dé, si vous y arrivez tant mieux, si vous y arrivez pas, vous augmentez de compétences. En tout cas, réaliser une action, par exemple interagir avec ce petit chat de gouttière, ça met fin à votre tour, que vous y arriviez ou pas. En fonction de ce que vous arrivez à faire, vous allez récupérer les petites patounes sur votre plateau, donc soit de chasse si c'était de la chasse, soit de petits copains, parce que vous pouvez aussi faire ami-ami dans votre petit quartier, et récupérer des patounes comme ça vous permet d'augmenter sur certaines pistes qui vont vous débloquer des clochettes. Les clochettes, vous les récupérez sur votre plateau, le premier à en avoir 5 met fin à la partie, et c'est le gagnant. Donc voilà, après vous avez donc la chasse et les copains pour augmenter et récupérer des clochettes, mais vous avez aussi des objectifs qui seront disponibles en fonction des scénarios que vous aurez choisis. Vous pouvez aussi vous bagarrer entre chats si vous arrivez sur la même case, ça va être un jet de dés, chacun lance un dé, celui qui a le plus grand score en additionnant ça avec le combat l'emporte et prend une petite tuile de combat de chat et le met sur son plateau, ça va participer à augmenter son chat. Vous avez certains objectifs qui vous demandent en plus de combattre des chats adverses. Ensuite, la grande richesse de ce jeu, ça va être les différents scénarios. Là, ce sont les scénarios de base. Vous avez donc combattre un chat adversaire, vous avez faire copain-copain avec le petit chat là, de gouttière, faire ami-ami avec les papillons, chasser des insectes et monter en haut des arbres. Ici, parmi les patounes, vous en avez qui ont des dessins de Sakura. Là où vous le révélez, hop, vous mettez un magnifique arbre et en faisant un jet d'adresse, à 3 ici de difficulté par exemple, vous avez le droit de monter et bien de consulter secrètement 3 patounes sur le plateau. Et oui, comme vous êtes en hauteur, vous avez vue sur tout le quartier. D'ailleurs, le quartier, il y a les rues, mais il y a aussi des bâtiments et des arbres. Au début, vous êtes des petits chats pas très forts, donc vous pouvez pas passer au-dessus des arbres, ni des toits. C'est en augmentant votre adresse que vous pourrez d'abord sauter au-dessus des arbres, puis un peu plus tard au-dessus des toits. Et sinon, en attendant, vous devez faire des détours qui souvent vous forcent à passer par la rue, donc plein de dangers. Voilà, sinon dans les autres scénarios, vous en avez 7 comme je vous ai dit. Vous avez par exemple là où vous devez trouver une patoune avec une fontaine, y boire, c'est une action donc ça met fin à votre tour, et après vous aurez deux petites flaques comme ça de pipi et vous devrez aller pisser chez les adversaires, voilà, c'est un des objectifs possibles. Vous avez un autre objectif, un autre scénario, c'est une écolière qui maltraite les chats, faut réussir à l'approcher et à la vaincre. Enfin, à la vaincre, vous n'allez pas la tuer non plus, quand même. Vous en avez un autre avec un chien enragé, vous avez un avec le caïd, c'est un chat, vraiment c'est le caïd du quartier, pareil, qu'il va falloir vaincre. Vous en avez un, il faut faire copain-copain avec un écolier sympa. Vous en avez un autre où il faut faire les poubelles, et dedans vous allez trouver des jetons, soit qui vont vous augmenter vos caracs, soit qui vont... Il y en a un, ça, genre l'arête de poisson, ça vous ballonne, donc vous êtes plus fort, mais vous devez placer moins, des choses comme ça. Donc c'est ça qui va vous permettre de vraiment vous raconter une histoire. En plus, comme vous allez pouvoir augmenter votre chat comme vous voulez, vous allez vraiment faire votre petit chat, votre petite vie. Nous on s'est raconté une histoire, genre Alex c'était vraiment le bon pote du quartier parce qu'il était très haut dans le charisme, mais par contre il se faisait bisuter par tout le quartier. Moi j'étais la méga chasseuse, mais je passais pas au-dessus donc je faisais des détours, etc. etc. Ça c'est le jeu. Après, les grands plus aussi, c'est le matos, vous avez vu, genre il y a des chats en chpouich là, en caoutchouc moelleux. Vous avez les petits cyclistes, les dés en bois, et chacun a son petit coffre avec dedans son matériel. Donc les flaques de pipi par exemple, les petites clochettes à gagner au fur et à mesure de la partie, et son chat à ranger dedans. Voilà, en vrai, Kyoto no Neko, c'est assez accessible. Ce qui va vraiment faire la complexité du jeu, c'est les différents scénarios. Mais comme vous pouvez choisir les plus simples, vous adaptez au niveau des joueurs autour de la table. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est les illustrations, le matos, le contexte du jeu, Kyoto, tout ça. Et justement, tout ce truc de se raconter une histoire.
Moi vraiment, avec les différentes enveloppes là où vous pouvez ranger le matos des différents scénarios. Moi, je trouve vraiment que l'édition est pépite. Voilà, c'était Kyoto no Neko. Moi, gros coup de cœur. Miaou. Ma maman me disait toujours que je coloriais trop bien et que je dépassais jamais. Pour ceux qui connaissent Takenoko, eh bien voici Takenocolor, et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est pas grave parce qu'en vrai ça n'a pas grand rapport à part l'univers, voilà. Vous allez retrouver le panda trop mignon et sa grande gourmandise pour manger des petits bambous. C'est un jeu de collaboration entre Bombix et Matago, c'est à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs, 20 minutes de partie. C'est un jeu d'Antoine Boza et Corentin Lebras, illustré trop mimi par Pixel et Alexandre Roux. Voilà, qu'est-ce que c'est donc que Takenocolor? C'est un roll and draw, genre rouler et colorier, voilà. La grande particularité, c'est que vous allez donc faire rouler des feutres et récupérer ces feutres pour colorier sur les différentes feuilles. On a 4 livrets avec des difficultés croissantes. Donc vous en avez un vraiment très facile si vous voulez jouer avec les plus petits. Et après, il y a 2 moyens et un bien corsé. On va choisir notre petit scénario et notre petite feuille. Et chacun va se munir d'une feuille qui est, eh bien, à la base, parfaitement vierge, bien évidemment. Le premier joueur est la personne qui aura ce petit jeton en bois magnifique de panda. Et c'est la personne qui va lancer les feutres. Les feutres, il les lance. Et en fait, eh bien, sur sur la petite face qui dépassera, vous aurez un des sigles qui se retrouvent sur les feuilles. Vous avez donc le rond, le carré et le triangle. Il va à son tour choisir un des feutres, bien se souvenir que c'était là par exemple la face ronde, et colorier sur sa feuille un truc qui demande un rond et rose. Donc là par exemple, j'ai un petit bambou. Je commence toujours par le bambou d'en bas parce que le bambou, ça pousse pas du ciel, hein, ça pousse de la terre. Et les autres, chacun leur tour, vont récupérer aussi un crayon et colorier. Ceux qui veulent peuvent, parce que des fois, on peut se bloquer et on lui laisse un crayon où il a rien à colorier qui correspond. D'ailleurs, petit truc cool. On va passer le jeton premier joueur, hop, on lance les feutres, etc., etc. Jusqu'à ce que quelqu'un ait colorié sa 3e petite coccinelle. Les coccinelles vont être atteintes de différentes manières en fonction des feuilles, mais généralement c'est quand vous complétez une section. On va avoir différentes manières de scorer, même si sur les feuilles on va retrouver quasi à chaque fois des bambous, hein, parce que c'est le cœur du jeu, les bambous, hein, Takenocolor. Et ici, la feuille la plus simple, vous allez avoir les nuages. Une fois qu'ils sont complétés, il y a marqué, vous pouvez colorier en bleu 2 jonctions de bambou. Hop. Vous pouvez aussi colorier le soleil. Quand il est complété, vous aurez 5 points de victoire. Et compléter un bambou vous permettra de compléter une petite coccinelle. Et en plus, vous aurez 1 point par étage de bambou que vous aurez colorié. Voilà, ça c'est la petite feuille plus simple. Ensuite, la feuille la plus commune, on va dire, celle avec laquelle on joue le plus souvent, c'est celle-ci. Celle-ci, par exemple, vous avez une course sur le soleil. Le premier à compléter le soleil, eh bien, les autres n'auront plus le droit de colorier dans le soleil. Et ensuite, on a un petit podium. Celui qui aura colorié le plus de soleil, de cases soleil, aura 6 points, le deuxième 4 points, etc., etc. On a toujours les bambous, sachant que quand on complète une zone entière de bambous, on a des points supplémentaires en plus des petits points des bambous eux-mêmes. On a la rivière qu'on va colorier de gauche à droite, et ensuite on peut y mettre des poissons quand l'eau aura été coloriée. On met des poissons quand il y a de l'eau, pas quand il n'y a pas d'eau, sinon ils survivent pas. On a le petit étang, quand on le complète, on a 7 points, et voilà, petite feuille de difficulté moyenne. On a ensuite, celui-là c'est mon favori, il est trop bien. Celui-là, on va avoir du coup une cascade ici qu'on doit colorier en bleu. Au début, on colorie ici avec le sigle, là c'est marqué avec n'importe quel sigle du moment qu'il est bleu. Et ensuite, en descendant, on doit choisir un des 2 côtés de la cascade. Et chaque côté va vous donner un bonus différent. Donc, gros dilemme, très intéressant. Sachant que vous allez toujours avoir les bambous, quand ils sont complétés, il y a le bonus de zone. Vous allez avoir ces petites lanternes, le premier à en compléter une à 4 points, le deuxième aura 2 points, les autres ils ont 0.
Et vous avez aussi ici, vous allez pouvoir colorier les petits étangs et les petits bambous. À la fin, les petits bambous, les petits pousses de bambou coloriés se multiplient par les étangs que vous auriez coloriés. Voilà, donc lui il est trop cool. Et le plus complexe, c'est le dragon. Et le plus stylé quand même, hein. Visuellement il est quand même très stylé. Il a plein de contraintes, mais hyper intéressantes. Par exemple, vous allez pouvoir remplir le dragon de gauche à droite, mais à chaque fois vous allez devoir mettre des couleurs différentes quand elles sont adjacentes. Vous avez certaines zones, elles sont obligées d'être bleues, et vous allez finir par la tête. Mais voilà, ce petit casse-tête de mettre des couleurs différentes, c'est plutôt cool. Vous allez aussi avoir là la gerbe de feu d'artifice que vous allez devoir remplir comme ceci. Et au fur et à mesure, vous aurez de plus en plus de points. À la fin, si vous l'avez complété, vous avez 10 points. Vous avez les petits lampions ici qui vont demander forcément du jaune. Ici aussi, vous avez de quoi remplir des bambous de bleu. Souvent, c'est dans le petit dragon qui vous permet de faire ça. Les zones toujours de bambou à faire pousser. Quand vous arrivez en premier à certaines jonctions du dragon, il vous donne aussi des points. Et voilà. C'est un peu le plus complexe parce que vous avez plein de choses à faire différentes, et sachez que toutes les stratégies sont viables. Maxer par exemple sur l'étang en bas et sur la rivière, c'est tout aussi viable que faire le soleil et les bambous. Bon, moi personnellement j'ai une méga préférence pour le soleil, dès le début je le rush de fou. Je sais pas si c'est une bonne stratégie mais j'aime bien, je suis obsédée par le soleil, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est le jeu. Le but c'est juste une course à la coccinelle pour finir le jeu, et après voir additionner les points de chaque zone que vous avez plus ou moins optimisé. Ce qui est trop cool, c'est ça quand même. Ça c'est génial ça. Est-ce que vous lancez souvent des feutres? Non, moi non plus. Ce qui est aussi génial, c'est que vous avez ces petites bagues qui sont parfaitement calculées pour s'adapter à différents feutres. Bon, si vous prenez des feutres comme ça, ça va pas marcher, mais c'est fait exprès pour que quand vous avez fini ce feutre-là, parce qu'à un moment ça sèche, et vous pouvez en racheter un, et hop, vous aurez, vous le glissez dessus, et vous en avez un nouveau, et c'est inépuisable. Petit dernier truc, très sympa, c'est que y a le système de Color Add, qui est un système fait pour les daltoniens, et donc qui a des petits symboles sur le côté pour différencier les différentes couleurs, voilà, qui sont bien évidemment reportées sur la feuille. Donc voilà, moi j'adore, c'est hyper satisfaisant. Les différentes feuilles sont toutes très cool, même la plus simple, ça fait du bien des fois de faire la plus simple, elle se termine très vite, voilà. Et en plus, petit plus, vous avez sur le site de Bombix une feuille print and play gratuite, encore plus simple pour les tout petits, voilà. Donc c'était Takenoko que j'aime particulièrement, qui est trop mignon, qui est dans un univers que j'ai toujours adoré, parce que Takenoko, c'est le premier jeu de société que je me suis acheté, donc il a une place particulière dans mon cœur, et donc je suis trop contente de voir un dérivé dans le même univers, et qui pourtant est très original, puisque rien à voir, c'est pas du tout la même mécanique. Voilà, c'était Takenoko. Et voilà, vous aurez vu ma sélection de coups de cœur 2024. Elle est très variée et très belle, je le sais. J'aurais même réussi à terminer mon petit kit Animal Crossing. Et sur ce, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.